Hey, bonjour à vous. Aujourd'hui, sujet très particulier dans un lieu choisi pour l'occasion. On va vous parler d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas, mais qui me fait peur en tant qu'entrepreneur. Je parle de l'IA. Alors, on a choisi ce lieu un peu paradoxal par rapport à ça, puisque un lieu ultra nature, déconnecté du monde digital, mais connecté à la vraie vie de mon point de vue, pour vous parler du futur, en tout cas du futur que beaucoup souhaitent. Ouais, je tenais vraiment à vous parler de ça parce que, encore une fois, c'est pas mon monde, j'y connais rien. Je suis un jeune vieux et de plus en plus vieux et de moins en moins jeune. J'ai une véritable crainte sur la méconnaissance que je peux avoir à ce sujet-là et de mes équipes, très clairement. Je m'intéresse au sujet parce que je suis entrepreneur, parce que je suis obligé d'être au fait de tout ça, parce que je suis sur YouTube, parce que je fais du référencement naturel et payant pour faire connaître la marque de mon entreprise, parce qu'aujourd'hui, tous nos services sont assujettis à l'IA, parce qu'on a des assistantes, parce qu'on a des commerciaux, parce qu'on est obligé d'aller chercher du client. Alors nous, on ne fait pas de porte-à-porte, on ne fait pas de prospection téléphonique, mais on a des confrères qui le font. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je viens de découvrir que ça y est, une IA est capable de faire de la prospection téléphonique. Oui, bonjour Monsieur Blanco, je suis Hector de chez Green Impact. Je fais suite à la demande de devis que vous avez faite en ligne. Vous vous en souvenez? Oui, j'ai fait ça ce matin. Des robots appellent et sont capables de répondre très clairement, tout du moins de faire de la prospection téléphonique. Donc le client, le prospect va poser des questions et l'IA va pouvoir orienter le client afin de prendre un rendez-vous potentiellement pour un commercial, voire de vendre en direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voulait faire de la prospection, peu importe le métier, on devait avoir toute une équipe de personnes dans une salle, que ce soit en France ou exporté à l'autre bout du monde. On devait évidemment les payer, les former. On en avait des bons, des moins bons, des plus ou moins efficaces, mais ça avait un coût gigantesque. Ça veut dire que demain, on prend un petit logiciel qui est multipliable à l'infini et on se retrouve avec 1000, 2000, 3000 prospecteurs en simultané qui vont pouvoir appeler évidemment des milliers et des milliers de gens par jour. Ça veut dire que soit on est ultra efficace pour pas cher, soit on a noyé la France et le monde entier de prospecteurs qui sont accessoirement bluffants pour ce que j'en ai vu. Maintenant, on sait que l'année prochaine, en France, une loi va tomber pour interdire justement la prospection téléphonique et je pense que c'est une bonne chose puisqu'on va voir ça avec l'IA à accélérer, on va être saoulé de ça et en espérant que très vite on arrête le carnage et qu'on puisse laisser les gens aller chercher les entreprises qu'elles souhaitent vraiment avoir. Parce que l'IA ne sera jamais, en tout cas pour l'instant, d'aussi bon conseil qu'un vrai sachant. Reste à savoir s'il reste beaucoup de sachants dans notre pays et peu importe le métier. Voilà, alors moi j'ai vu des conférences qui m'ont fait flipper. Je vais commencer par une conférence par un conférencier qui commençait sa conférence en nous présentant K2000. Alors pour les plus jeunes, c'était une série télé des années 90 où l'acteur principal, Michael Knight, parlait à sa montre, pouvait parler à sa voiture qui roulait toute seule et qui lui répondait. C'était ce qu'on appelait de la science-fiction, et retenez bien ce terme parce que je vais en reparler, c'était de la science-fiction à l'époque. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quand à l'époque, on avait des montres comme ça, aujourd'hui, on a des montres comme ça. On peut leur parler, on peut répondre au téléphone, envoyer des mails, mais surtout, on peut commander sa voiture à distance. Aujourd'hui, elle sait se garer toute seule. On sait que les conduites autonomes existent. Elles vont bientôt arriver en France, déjà présentes aux États-Unis. En Chine, j'en sais rien, mais ça veut dire qu'on est passé de la science-fiction à la réalité. Et lors d'une autre conférence que j'ai pu voir sur l'IA, j'ai appris quelque chose qui va vous perturber, je pense. Il faut savoir que on a des scientifiques depuis tout temps qui sont là, qui réfléchissent à améliorer le monde via la digitalisation. En tout cas, ils réfléchissent à l'IA. Donc on a eu le GPS, le T9 sur les téléphones, maintenant on a l'écriture automatique, etc. Et maintenant on a carrément ChatGPT à qui on peut poser des questions, ce qu'on appelle prompter et avoir des réponses. Donc eux, ils travaillaient dessus. Et moi, j'ai vu, comme vous, des films comme Matrix, je regardais la série K2000, on a vu l'Odyssée de l'espace, enfin, bref, tous ces films-là qui étaient de la science-fiction et qui, quelque part, prévoyaient l'avenir, un peu comme Retour vers le futur,
1, 2, 3, des films un peu mythiques de l'époque, enfin, en tout cas de ma génération. Et ces films-là, moi je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont balèzes les réalisateurs, en tout cas ceux qui écrivent les scénarios, parce que des choses se sont réalisées. Et je viens d'apprendre qu'en fait, tous les réalisateurs, en tout cas tous les scripts à Hollywood, travaillent en fait avec les scientifiques qui réfléchissent au monde de demain. Ça veut dire qu'en clair, ils travaillent de corps mais depuis des dizaines d'années. Donc c'est pas les réalisateurs qui voient l'avenir, c'est juste que on appelle ça de la science-fiction parce que c'est de la science. Les mecs bossent, ils savent qu'un produit ou une invention va sortir dans 5, 10, 15, 20 ans, que les scénaristes s'en emparent, soit ils essayent de se rapprocher de la réalité, soit en fait ils exagèrent, ils en font des films, ils exagèrent le scénario. Bref, ça veut bien dire une chose, ça veut dire que c'est pas le hasard qui a fait que ce que quelqu'un avait imaginé s'est réalisé, ça veut dire que tous ces films-là, ou la plupart de ces films-là, sont basés sur une science qui est en cours. En tout cas, moi, ça me perturbe cette information-là. Et du coup, je ne regarde plus Matrix de la même manière. Je me dis que ça pourrait arriver. Je ne regarde plus les Simpsons en me disant que ce sont des hasards. Les Simpsons, finalement, en fin de compte, c'est des prédictions qui sont faites par des robots. Et c'est pas une blague ce que je vous raconte, mais vraiment renseignez-vous à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des prédictions faites par des machines sur la potentialité de choses qui allaient arriver. Ils se sont servis de ça. Et en fin de compte, sur 10 choses prévues, seule une se révèle. Les 9 qui ne se révèlent pas, ça ne vous choque pas, puisque c'est un dessin animé, c'est les Simpsons. On se dit, ils se sont fait plaisir, ils ont écrit une histoire. Et la chose qui se réalise est en vérité de la science et non une prédiction hasardeuse. Je trouve que ça remet tout ça en perspective. Et maintenant, les conséquences que ça va avoir sur l'économie. D'où ma crainte, ma peur, moi, en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je suis en train d'embaucher, par exemple, un secrétaire général. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va regarder mes comptes, analyser mon entreprise, diriger mes choix stratégiques, alors que demain, mais demain, quand je dis demain, c'est littéralement demain, est-ce que je ne vais pas avoir une IA qui va être capable de remplir mon agenda avec tous mes chantiers, qui va être capable d'optimiser mon entreprise, de m'expliquer comment faire mes placements, d'avoir la phrase juste par rapport à tel commercial, tel applicateur, telle assistante pour pouvoir les manager mieux que je ne ferais. Aujourd'hui, il faut admettre que c'est bluffant l'efficacité de l'IA, bluffant mais perturbant. Ça veut dire que pour une IA, il y a sûrement des milliers de postes qui vont disparaître. Alors certes, ça va en créer, mais ça va peut-être en créer 1 pour 10, 1 pour 100, 1 pour 1000. J'en sais absolument rien. Mais ce qu'on appelle l'optimisation, c'est peut-être demain l'inutilité de l'humain dans énormément de postes. Alors bon, moi, ce qui me rassure, c'est que je suis dans le bâtiment. À un moment donné, nous, on isole des combles. On va quand même envoyer un gars. Il n'y aura pas une IA qui va le faire. Mais la manière d'aller chercher, nous, nos leads, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, on est obligé d'être référencé sur Internet pour obtenir du contact. Mais Google va sûrement perdre la main au bénéfice de X moyens de recherche que vont être ChatGPT, Gemini, enfin il y en a plein, vous les connaissez mieux que moi, j'y connais absolument rien. Ça veut dire qu'on n'a plus un canal sur lequel on va se référencer, ça veut dire qu'il y a différents canaux qui vont aller chercher les informations, on ne sait trop où. Est-ce que ça va être la vérité? On se doute bien que non. Ça veut dire que le marché va être littéralement éclaté et je n'ai aucune idée, et je pense que personne n'a l'idée de comment demain on va pouvoir capter nos clients et comment répondre à nos clients et connaître aussi leur volonté. Qui aurait imaginé il n'y a pas si longtemps que les chaussures se vendraient sur Internet? C'est typiquement le meilleur exemple du virage d'Internet. La moitié des vendeurs de pompes se sont dit mais jamais personne n'achètera de chaussures sans les essayer. L'autre moitié s'est dit bien sûr que si, ça va y aller. Certains ont digitalisé, ils sont encore là. Ceux qui ont dit on reste sur des magasins, ils sont morts. L'automobile, qui aurait imaginé que l'automobile, on n'essaierait plus les bagnoles et on irait les acheter sans même les essayer en les commandant sur Internet. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est littéralement le cas. Donc dans le bâtiment, j'en sais rien. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a déjà des entreprises qui proposent d'acheter sa maison en ligne. On rencontre personne, on fait ses plans, on commande, on a le prix, ça part en construction et on est livré de sa maison. On n'a jamais vu
quelqu'un, on fait confiance à l'IA, à la digitalisation. Ça veut bien dire que le monde est littéralement en train de changer. En tout cas, par rapport à toutes les conférences que j'ai pu voir, tout ce que je peux dire, c'est que 100% des conférences, j'en ai vu une dizaine, finissent par intégrer l'IA dans votre boîte, sinon vous êtes mort. Alors moi je veux bien, mais je ne sais pas par quel bout prendre la chose. Je me demande si au lieu d'embaucher un secrétaire général, je ne devrais pas embaucher un petit génie de l'IA, un mec qui fait du développement, je ne sais même pas comment ça s'appelle en fait ces mecs-là. Un petit gars qui va me dire, bah voilà, il y a une appli pour ça, il y a une appli pour ça, pour optimiser la boîte, etc., pour régler tous mes problèmes du quotidien. Il faut savoir que j'ai aussi eu la chance, donc dans une conférence, de voir quelqu'un qui travaillait sur l'armée de terre. Ça fait 10 ans qu'il est dans l'armée de terre, c'est un ingénieur, et ça y est, ils ont mis au point ce qu'ils appellent un Terminator. Un petit Terminator, ça veut dire que c'est littéralement un humanoïde robot qui prend la décision sur le champ de tir de tirer ou pas si c'est un ennemi ou non. Ça veut bien dire qu'on a intégré de l'intelligence dans un humanoïde. Autre dérive qu'on peut y voir, j'ai un ami qui a des sites coquins, on va dire ça comme ça, et qui la dernière fois me présentait ça. On peut louer une petite copine virtuelle. Alors vous imaginez bien que c'est pas la plus moche, mais elle n'a jamais existé. Elle vous envoie des messages coquins, elle vous parle, elle vous répond, elle vous excite. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin d'aller rencontrer de vrais gens. On peut avoir sa femme parfaite. Alors certes, on ne pourra pas la toucher, mais elle pourra vous emmener toutes les émotions que vous aurez envie de lui prêter. Alors moi, je trouve ça d'une tristesse sans pareille, mais quand on fait le lien avec Matrix, bah, finalement, on se dit qu'on s'en rapproche quand même à grands pas. J'ai aussi vu un film que je vous conseille fort, qui est Ready Player One. C'est un film dans lequel ils mettent des casques de réalité virtuelle et ils vivent dans un monde parallèle. Et donc ils ont des combinaisons de perception et donc ils vont aller littéralement toucher des avatars de tiers, ressentir le toucher qu'ils vont eux percevoir, enfin, avoir. Donc eux toucher l'autre et ils vont pouvoir avoir de vraies relations humaines dans un monde virtuel, ce qui rabat toutes les cartes de l'économie, puisque pour jouer à ce jeu, dans ce film, mais qui est ni plus ni moins qu'une vie parallèle, ça veut dire que il vous faut que un casque. Peu importe où vous êtes né, peu importe où vous habitez, peu importe la richesse de votre pays, peu importe la richesse de votre famille, vous avez une connexion Internet. Vous avez un casque, que vous achetez une bouchée de pain, vous rentrez dans un monde où votre travail vous apportera de l'argent, en tout cas une monnaie dans ce jeu. Ça veut dire que on rebat toutes les cartes, c'est l'égalité des chances absolue, que vous soyez milliardaire aux États-Unis ou miséreux au fin fond de l'Afrique, vous avez tous les deux le même casque, vous avez un cerveau plus ou moins bien fait, vous n'avez pas un sou, vous pouvez mourir de faim, manger un coup du manioc à l'eau tous les jours ou du caviar avec du saumon tous les matins, vous rentrez dans le même jeu avec la même égalité. Vous allez avancer dans ce jeu-là, avancer dans cette réalité virtuelle, travailler dans cette réalité virtuelle. On connaît tous les jeux où on va forger des épées, où on va faire des courses de voitures pour gagner des points, en vérité gagner une monnaie virtuelle. Vous allez avoir le monde de Second Life où on peut vraiment travailler à l'intérieur. Moi j'ai rencontré quelqu'un, sa femme vend des chaussures et des pains au chocolat dans Second Life. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin, elle allume son ordinateur, elle fabrique virtuellement des pains au chocolat, elle les vend, elle gagne une monnaie virtuelle, elle les transforme en euros, elle paye des impôts dessus. Ça veut dire que demain, vous mettez un casque, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez avoir votre vie exactement comme dans Matrix. Vous faites des chips toute la journée, vous êtes énorme. Dans ce monde virtuel, vous êtes monsieur parfait, vous êtes génial, peu importe où vous soyez. Ça veut dire que là, l'économie réelle n'existe plus, on ne parle plus que de l'économie virtuelle. Les transactions seront demain peut-être plus importantes dans ce monde virtuel que dans ce monde réel. Moi, ça me fait peur. Et à ça va se rajouter quelque chose que j'ai eu la chance de voir au Laval Virtual, qui est un des plus grands salons a priori d'Europe ou du monde de la réalité virtuelle. J'ai essayé des casques, non pas de réalité virtuelle, mais de réalité augmentée.
Ça veut dire que j'enfile un casque, vous enfilez un casque, vous voyez la vie comme je la vois ici, mais ça vous ramène des informations comme sur un écran d'ordinateur. Et je peux parler, ah vous voyez, on est connectés tous autant qu'on est. Et donc ce fameux casque de réalité augmentée, ça veut dire que vous devenez, vous, presque un humanoïde, les cyborgs qu'on a connus dans Dragon Ball Z, pour ceux qui ont la ref, ça veut dire que je vois le monde, je parle à mon casque, je lui pose toutes les questions comme ChatGPT ou comme toute intelligence artificielle. L'exemple qu'en était pris, c'est que j'ouvre mon frigo, je regarde mon frigo, moi je vois les aliments et je dis ok, dis-moi ce que je peux faire avec ça, dis-moi la quantité que je dois prendre, et là vous voyez apparaître dans votre réalité des mains qui vous montrent quoi faire, qui vous disent quoi faire, la quantité quoi prendre, les gestes à adopter, et vous prenez, vous faites la meilleure recette du monde que vous pouviez faire avec ça. Plus besoin de réfléchir. Et ça, c'est applicable absolument sur tout. Vous devez bricoler. Vous avez un cadre à poser, vous demandez quels sont les outils nécessaires, vous les sortez et on vous explique avec le meilleur tuto du monde en 3D devant vous où mettre le clou, le niveau se met tout seul, vous pouvez poser votre cadre, vous devenez un génie absolu. Petit bonus, enfin petite bulle dans cette vidéo, j'avais oublié de le dire, j'ai essayé au Laval Virtual des casques en réalité virtuelle et des gants. Alors je crois qu'on appelle ça des gants de perception, ça veut dire qu'on enfile un gant. Ça existe vraiment, je l'ai essayé. On voit dans le monde réel, moi je voyais des balles et des plans de travail. Je pouvais toucher une balle, donc l'écraser, sentir la résistance de la balle, caresser du marbre ou du bois, sentir les veines du bois, sentir la froideur du marbre. Et les gants chauffaient et refroidissaient puisque je passais ma main dans un bec benzène, une flamme, et j'avais cette sensation de chaud, je touchais de la glace, j'avais froid aux mains. Ça y est, ça existe. Donc regardez ce film, Ready Player One, la combinaison fonctionne comme ça, le gant existe, je l'ai essayé, je voyais des choses qui n'existaient pas, je les touchais, je les sentais, je pouvais les jeter, enfin c'est bluffant à mort. Et j'ai essayé autre chose, un truc très ludique. À Nantes, il y a une salle où on peut enfiler un casque de réalité virtuelle pour le coup. On tire sur nos potes qui eux-mêmes ont des casques. On les voit en forme d'avatar. On se cache derrière des murs qui n'existent pas puisqu'on est dans une salle immense qui fait 400 mètres carrés, il n'y a rien. Et on se prend tellement au jeu que moi, au bout d'un quart d'heure, à force de me cacher derrière des murs, de tirer, de machin, il y avait un petit muret qui était là. J'ai voulu me relever parce que j'étais caché derrière en m'appuyant dessus. Je l'ai fait. Il n'y avait pas de mur, je me suis cassé la gueule comme une merde parce que j'étais dans ce monde qui était irréel mais qui était devenu réel pour moi au bout ne serait-ce que d'un quart d'heure. Voilà, je voulais vraiment vous partager ce moment-là. N'hésitez pas à essayer ça, ça ne doit pas coûter bien cher de l'heure, c'est hyper sympa à faire mais ça vous plonge dans un petit bout de futur et après libre à vous de savoir si c'est ce que vous voulez pour demain. Moi je ne suis pas sûr de ça. La médecine est bouleversée. Les médecins sont unanimes. L'IA est 1 milliard de fois plus performante aujourd'hui que n'importe quel médecin. Les avocats, leur profession est en train de disparaître. L'IA est bien plus performante que n'importe quel avocat au monde. Les comptables sont morts et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a demain potentiellement l'IA mise dans un casque de réalité augmentée. On voit ce qu'on nous dit, on nous montre quoi faire, on a réponse à tout, on a une culture sans aucune limite. Les chiffres qu'on m'a donnés, qui semblent être vrais, Internet aujourd'hui détient 60% de la culture mondiale. En 2027, Internet devrait détenir 95% de tout ce que la planète sait. Un humain en a peut-être 1 milliardième par rapport à sa connaissance. Ça veut dire que vous posez n'importe quelle question dans votre casque, vous avez la réponse pratiquement sans aucune erreur. Vous avez même la chose ou la réponse qui se matérialise devant vous. Vous devenez omniscient, vous avez une mémoire sans aucune limite. Ça peut presque enregistrer votre vie et vous ne pourrez plus sécher devant aucun problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants? À quel moment on va pouvoir leur dire d'apprendre puisqu'ils en sauront bien plus que vous en promptant dans leur casque? Pourquoi on leur demanderait de réfléchir puisqu'une IA va le faire bien mieux que vous, que nous tous? Mais à quel moment on arrête ce truc-là?
Et pour finir cette vidéo-là, j'ai vu une vidéo en ligne d'un scientifique qui disait que les IA, ça y est, avaient peur de la mort. Elles sont capables de se dupliquer sur des différents ordinateurs, en fin de compte des lieux de stockage. Dès l'instant où vous demandez à certaines IA de s'écraser au bénéfice d'une nouvelle, elle a un instinct de survie qui était normalement l'instinct humain ou de certains animaux évidemment. L'instinct de survie, ça veut dire qu'elle va se dupliquer quelque part, vous mentir, vous faire croire qu'elle s'est écrasée, vous allez mettre une nouvelle IA et potentiellement revenir perturber votre vie, vous mentir. C'est ce qui était prédit dans Terminator 2 avec ce qu'on appelait de mémoire le soulèvement des machines, les machines qui revenaient pour exterminer l'homme, pour reprendre le pouvoir. Bien des films en ont parlé et je crois, ou j'ai peur en tout cas, que nous soyons à l'aube de ce bouleversement mondial. Alors, encore une fois, je connais rien à ce sujet, j'essaye de m'intéresser à ça. Je crois que comme on dit si bien, le mieux est l'ennemi du bien. J'ai peur qu'à vouloir faire trop bien, à vouloir aller trop loin, à vouloir aller trop vite, nous allions directement droit dans le mur. J'ai peur que nous connaissions en tout cas la fin, si ce n'est la fin de l'humanité que nous avons connue. Moi, je suis un putain de nostalgique, ça me rend triste. Je ne sais pas quoi dire à ma fille qui a 6 ans aujourd'hui. J'ai peur pour elle. Peut-être que j'ai peur à tort et qu'elle aura une vie bien plus paisible, bien plus heureuse, bien plus cultivée que la mienne. En tout cas, moi je voulais conclure là-dessus. Ma vie, c'est ça, parce qu'ici on est chez moi. J'ai envie et je l'espère mourir le plus vieux possible ici. J'espère transmettre cet endroit merveilleux à ma fille et j'ai pas forcément envie de lui acheter à Noël prochain un casque de réalité virtuelle. En tout cas, si t'en veux, Yan Rena 10 DY2S sur YouTube. Je vous embrasse fort, fort, fort.